Bonjour à tous, c'est Jean Lucro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler encore de l'orgue avec un deuxième épisode sur la facture et les facteurs, où nous allons parler des principaux organes de l'orgue. Il y a ce que l'auditeur voit, c'est très peu, et il y a ce qu'il ne voit pas, c'est beaucoup. Au premier regard, il apparaît que deux éléments s'offrent à lui. Ici, un soubassement de bois qui repose à même la tribune. Il dissimule sans doute un important matériel et s'échancre en son milieu pour laisser placer à la console des claviers. Là, une tuyauterie en façade qui, à son tour, sert de masque au monde sonore dont on devine la présence. Voici la console. On peut affecter deux formes. Dans les orgues anciennes, elle est solidaire du soubassement et de l'organiste touche les claviers tournant le dos au maître-autel. La console est alors dite en fenêtre. Dans des instruments plus récents, la console forme un meuble indépendant, sorte de lourde commode séparée du soubassement. L'organiste joue face à la nef. L'organier a disposé là deux, trois ou quatre claviers qui se superposent. Dans nos vieilles églises, les deux premiers inférieurs présentent la même étendue, soit de 50 à 54 notes. Les deux claviers supérieurs se contentent parfois de 27 ou 32 touches. Dans les orgues modernes, celles qui n'ont guère plus de 100 ans d'existence, tous les claviers ont semblable ampleur, de 54 à 61 notes. Chacun de ces claviers correspond à un plan sonore. Chacun a une partie de l'édifice. Ici, c'est le pavillon central, le grand orgue, celui-là qui attire à lui tous les regards, par l'importance que l'architecte lui assigne. Là, c'est le pavillon qui lui fait pendant sur le devant de la cour, le positif suspendu sur le bord de la tribune, reproduction en miniature du premier clavier. Par ailleurs, voici les ailes qui donnent à l'ensemble sa physionomie expressive, son mouvement, le clavier de récit chargé de détails pittoresques, le clavier de bombarde qui, plus riche que les autres de sonorités éclatantes, doit mettre l'accent sur l'ensemble, le clavier d'écho qui, doté de jeux menus raffinés, autorise les contrastes et permet les effets savoureux. Ces claviers peuvent, entre eux, s'accoupler. L'organiste les touche d'une ou de deux mains, faisant ici chanter ce qui recevra là sa réponse. Polyphonie, dialogue qu'il soutient toujours de quelques basses touchées au pied, puisqu'un clavier pédestre est mis en outre à la disposition de l'exécutant. Ce nouveau plan groupe de 27 à 32 notes. Chacun de ces claviers met en action des jeux, représentés à la console par ces boutons de registre que le facteur a disposés avec art de part et d'autre des rangées d'ivoire. Le registre est-il poussé dans son logement? Le jeu ne parle pas. Est-il tiré de quelques centimètres hors de son antre? Et là, il chante. À gauche et à droite des claviers, ces boutons s'échelonnent, suivant un plan vertical ou horizontal. Ils sont alors en escalier. Sur la première marche, voici les jeux du clavier inférieur, sur la seconde marche, ceux du second clavier. Et ainsi de suite, quelques boutons d'ivoire, d'os ou de bois, dispersés sous les claviers, quelques dominos d'os, d'ivoire ou d'ivorine, disposés en fronton au-dessus du clavier supérieur, permettent à l'organiste certaines combinaisons qui facilitent le maniement de l'orgue. De même, les tirasses, les poussoirs, les champignons
que l'on aperçoit au-dessus du pédalier, à gauche et à droite de l'expression, et qui seront maniés ou accrochés par le pied, allègent la tâche de l'interprète. Car l'on doit tenir la console pour le cerveau moteur de l'instrument. C'en est l'âme. C'est elle qui reçoit, c'est elle qui dicte les ordres. Point de départ, elle est point d'aboutissement. Nombreux sont les organes qu'elle commande directement et qui n'ont pu trouver place en ce meuble déjà lourd. L'organier en a dissimulé une importante partie derrière le soubassement du buffet propre à recevoir ces machines pneumatiques, ces combinateurs électriques, ces électroaimants ou ces mécaniques divers qui sont tous solidaires de la cabine de direction. À l'étage supérieur, voici la tuyauterie. L'auditeur en aperçoit une part. Elle est minime. Tuyaux en façade, tuyaux en montre. Ils ne sont là qu'une cinquantaine d'individus. Il se part d'un magnifique éclat, étain argenté, étain bleuté, la matière arrondie joue sous la lumière avec la ligne d'ombre que décrivent les bouches des tuyaux, avec les figures géométriques que dessinent leurs écussons. Ces bien vêtus semblent cacher des personnages moins somptueux. Tout cela qui derrière se presse sur le sommier et qui diffère de structure, de taille comme de forme, de matière ou de timbre. De structure d'abord. Voici d'une part les jeux ou tuyaux dits à bouche, de l'autre les jeux ou tuyaux dits à hanche. Dans les premiers, l'organe émetteur, celui qui est à la source du foyer sonore, demeure en évidence comme chez l'être humain la bouche, qui sert d'intermédiaire entre le pied et le corps, comporte deux lèvres, la lèvre inférieure et la lèvre supérieure, qui, loin d'épouser la forme arrondie du tuyau, présente une surface plane obtenue par l'aplatissement du métal. La langue est représentée par une pièce de plomb dénommée biseau, langue immobile, soudée au pied, mais qui laisse filtrer l'air par une étroite fente ou lumière établie contre la lèvre inférieure. Le vent qui entre par le pied vient buter contre le biseau, passe par la fente, met en vibration le corps du tuyau, et suivant la loi des ventres et des nœuds, engendre un son dont la hauteur dépend de la longueur des corps. De minces lamelles de métal, les oreilles ont été soudées parfois de part et d'autre de la bouche afin d'améliorer le cas échéant la sonorité. Dans les tuyaux à hanches, l'organe émetteur a été dissimulé à l'œil. En effet, le pied recouvre une forte pièce de plomb dite noyau, dont l'extrémité inférieure enserre la gouttière d'anche et sa languette vibrante, dont l'extrémité supérieure sert de support au corps, simples éléments de renfort sonore. Une petite tige de métal dite rasette vient glisser sur la languette et permet d'accorder le tuyau. Le son est ici déterminé par la longueur donnée par la languette, où il est amplifié par le corps du tuyau et son pavillon. Diversité de structure, mais aussi diversité de taille, le terme s'entend en deux manières. Hauteur du tuyau, largeur ou diamètre, le facteur, suivant une très ancienne coutume, ne calcule pas en mètres, ni en centimètres, ni en décimètres, mais en pieds, 33,33 cm. Tel jeu est dit de 16 pieds, parce que son tuyau le plus grave mesure 16 pieds de hauteur, soit 5,28 mètres. Le plus long tuyau d'orgue mesure 10,40 mètres et sonne le 32 pieds.
Le plus court mesure 1 cm. Cette règle vaut pour les tuyaux ouverts à leur extrémité. Si le tuyau vient à être fermé par une calotte ou un tampon, il sonne à l'octave inférieure du précédent, loi élémentaire de l'acoustique. Dans tel jeu bouché de 16 pieds, le tuyau le plus grave ne mesure que 5,28 mètres, mais 2,64 mètres. En règle générale, chaque rangée de tuyaux est appelée jeu et caractérisée par un nom. Ce nom est suivi du chiffre qui indique, avec la taille de son tuyau le plus grave, la hauteur du jeu dans l'échelle sonore. 32, 16, 8, 4, 2, 1. Les jeux de 8 pieds embrassent l'étendue de la voix humaine, d'où leur importance dans un instrument. La taille du tuyau entraîne aussi la largeur de son diamètre, ou mieux le rapport qui existe entre cette largeur et la hauteur du corps sonore. Un tuyau dit de grosse taille émet une sonorité ronde, onctueuse. En revanche, un tuyau de menue taille émet une sonorité grêle, parfois tranchante, par exemple la gambe. Diversité de formes. Certains individus sont cylindriques, d'autres coniques, d'autres rectangulaires. Quelques-uns sont renflés en leur centre et leur extrémité est effilée. Pour d'autres, le facteur semble avoir adopté un parti contraire, puisque l'extrémité du corps a reçu une sorte de pavillon qui renforce la sonorité. Ici, des tuyaux fermés par une calotte, là, des tubes à demi obstrués. Et oui, non loin d'énormes flûtes très étroites, mais qui fusent jusqu'au plafond du buffet, ou encore des flûtiaux illipuliens et dont on a peine à prendre au sérieux l'action. Et oui, certains corps souffrent d'une profonde échancrure ou entaille à leur extrémité, destinée à l'accord. D'autres non, qui sont dits coupés au ton. Il en est encore dont la calotte s'accroît d'une minuscule cheminée, conduit qui prolonge la taille du tuyau et améliore la sonorité. D'autres dont l'extrémité se termine avec un fuseau. En voici donc pour tous les goûts. Diversité de matières aussi. Voici le bois, voici le métal, en bois tous les tuyaux graves, des jeux à bouche et quelques jeux à hanches, notamment dans les orgues anciennes, dans les orgues d'Allemagne du Nord, dans les orgues de certains facteurs d'orgue comme à Pfaffenhafen. À défaut de chênes trop coûteux, le facteur emploie du sapin, de l'okoumé. Parfois, il fait appel à l'acajou. Les tuyaux de bois sont tous rectangulaires, peints ou vernis. Dans les tuyaux bouchés, la calotte est remplacée par le tampon. En métal, tout le reste de la tuyauterie. Pour les tuyaux de façade, l'organier utilise l'étain pur. Pour les autres, l'étain est mélangé au plomb, qu'on appelle étoffe, dans des proportions qui varient entre 25 et 70%. Le zinc est employé dans un but d'économie pour certains tuyaux comme les basses de gambe et les bombardes. Pour qui sait voir la diversité de structures, de formes, de tailles, de matières, est chose étonnante déjà. Pour qui sait entendre la diversité de timbres, et plus encore source de surprise. Les jeux de l'orgue se regroupent ici sous 3 rubriques. Les jeux de fond, les jeux de mutation, les jeux d'anches, les 2 premières séries appartenant à la catégorie des jeux à bouche. La troisième à celle des jeux à languette. Chacune de ces rubriques comporte à son tour plusieurs familles, et qui souvent connaissent un représentant des 3 principales hauteurs, 16, 8, 4 pieds. On dirait presque des 3 générations, des 3 âges de la vie. L'on peut tenir l'orgue pour une manière de vitrail ou d'enluminure. Les 3 rubriques que l'on vient de dire répondraient ici aux 3 éléments suivants.
le dessin, les couleurs, les ors ou la lumière. Les jeux dits de fond évoquent les lignes du dessin. Ils constituent la base, le centre de tout instrument. Les jeux d'anches équivalent aux couleurs dont s'enrichit l'œuvre d'art, les bleus, les verts, les ocres, autant de taches qui entrent dans la composition de la mosaïque, de la verrière ou de la miniature et qui accusent les traits du dessin. Mais le vitrail ne serait rien sans la lumière qui le fait vibrer, scintiller, de même que l'enluminure ne saurait se passer de ces ors à plat qui soulignent ou mettent en valeur les moindres détails de l'histoire à raconter. Ainsi sont ces jeux de mutation ou de mixture qui viennent à chaque instant l'enrichir de leur son harmonique artificiel, l'orgue paraîtrait un instrument sans vie. De même qu'il existe pour le peintre des couleurs complémentaires, de même il existe pour l'organiste, pour l'organier, des jeux qui se mélangent. Le timbre possède son individualité. Il ne lui est pas permis d'en revertir un autre s'il se juxtapose à son frère ou à son cousin. Ainsi les timbres peuvent-ils varier à l'infini. Il nous suffira de citer quelques exemples. Parmi les jeux de fond, voici les 4 familles essentielles, les principaux ou montres, les viols ou gambes, les flûtes et les bourdons. Le principal, comme son nom l'indique, correspond au jeu type de l'orgue. Il sert de base à tout l'édifice sonore. Lorsqu'il est en façade, il prend le nom de montre. Construit en 16, 8, 4, 2 pieds, il doit pouvoir entrer dans tous les mélanges. C'est sur un principal de 4 pieds, le prestant, qui provient de prestare en latin qui veut dire montrer, que se fait l'accord général de l'instrument, l'orgue. Enfin, c'est le principal qui conditionne ce mélange si caractéristique appelé plein jeu ou plénum, ensemble sonore réalisé par la superposition de plusieurs rangées de tuyaux qui s'échelonnent d'abord à intervalles d'octaves. 16, 8, 4, 2. Puis s'adjoignent des quintes et des superquintes empruntées à tel registre des mutations dont nous parlerons plus loin. Et oui, le timbre du principal est riche en sonorités, calme, prenant, les tuyaux cylindriques ouverts sont de métal, de section plus étroite que les principaux, les tuyaux du jeu de viol ou de gambe, encore appelés violoncelle, salicionnale, dulciane, émettent un son clair et mordant qui rappelle celui des instruments à cordes, accordés en battements, 2 tuyaux de gambe, 2 tuyaux de salicionnale, parlant simultanément, prennent le nom de voix céleste ou undamaris. Les viols et gambes n'existent qu'à l'état de 16, 8, 4 pieds. En revanche, les flûtes, comme les principaux, apparaissent en tant que jeu à tous les registres, tous les octaves de l'échelle, depuis le 32 pieds jusqu'aux 2 pieds. Les flûtes sont de taille plus forte que les montres, d'une sonorité plus douce, plus ronde. Elles connaissent plusieurs types, depuis la flûte creuse, cylindrique, assez ronde, jusqu'à la flûte dite harmonique. En ce dernier jeu, à partir de l'octave médiane, le corps est doublé de longueur et percé en son milieu d'un trou qui permet de faire entendre, outre le son fondamental, le premier harmonique, c'est-à-dire l'octave du tuyau. Les flûtes de 4 ou de 2 peuvent être également harmoniques ou octaviantes. Non loin des flûtes, enfin, il faut citer les bourdons. Tous les tuyaux sont ici bouchés et sonnent donc une octave plus bas que la note qui correspond à leur longueur réelle. Le timbre en est doux, très moelleux, souvent mat et voilé. Il s'échelonne du 32 pieds aux 2 pieds. À côté de ces bourdons, il faut placer les quintatons, de section plus étroite et qui font entendre
avec le son fondamental, sa 12e ou super quinte. Les jeux d'anches, disions-nous, procurent à l'orgue toute sa force, toute sa virilité. Ils comprennent essentiellement deux types, l'anche à longueur normale, l'anche à court raccourci. Et oui, dans la première catégorie apparaissent des jeux destinés aux tutti et des jeux de détail. La seconde catégorie ne connaît que ces derniers. Parmi les jeux à longueur normale, voici la famille la plus importante, celle des trompettes, qui vont croissant depuis le 2 pieds jusqu'au 32 pieds. Clairon, trompette, bombarde, le nom peut varier suivant la hauteur du jeu. La forme demeure la même. Le corps est un cône qui s'évase vers le haut. Si ce corps est rétréci pour tamiser la sonorité, si son calibre est plus petit, le jeu prend le nom de basson. Aux côtés des bassons 16, 8, 4, voici le jeu de détail par excellence, le hautbois. De petit calibre, le corps est constitué par une tige conique très peu évasée, surmontée par un pavillon assez court, mais très large. Parmi les tuyaux à corps différents, nous citerons le chromorne, la clarinette, le chalumeau, la voix humaine, tout jeu de solo. Cylindrique, le corps du chromorne, initiation d'un ancien instrument de l'orchestre, permet à un tuyau de résonner, ce résonateur de 4 pieds. Il émet un son caractéristique, riche en harmonique. Ce tuyau possède-t-il une hanche de basson ? Il porte le nom de clarinette. C'est dire qu'il parle avec moins de verdeur. Le facteur a surmonté le corps de certains chromornes d'un pavillon, qui lui donne un timbre particulier. Il s'agit du chalumeau. Quant au tuyau de la voix humaine, il ne possède qu'un corps réduit, muni à son extrémité d'un couvercle qui permet de régler à volonté l'intensité du son. Tous ces tuyaux sont dits à hanches battantes par opposition au jeu à hanches libres, euphone. Un instrument qui ne grouperait que des fonds et des hanches correspondrait à un tableau, un paysage auquel la lumière ferait défaut. Les jeux de mutation appelés à projeter cette lumière dans l'orgue viennent renforcer le son fondamental en faisant entendre d'une manière toute artificielle les sons harmoniques que le tuyau n'émet qu'avec difficulté. Jeux à bouche de forme cylindrique ou conique, de plus ou moins grande taille suivant le clavier auquel ils appartiennent, on en trouve de deux sortes. Ici, des mutations simples, là des mutations composées. La mixture ou mutation simple, quinte ou nasard, tierce, larigot ou superquinte, tiercette ou supertierce, septième, combinée en son son fondamental, en accuse les traits. En transforme et en éclaire le timbre, harmonique, synthétique que l'on dose à volonté. Les mixtures ou mutations composées comprennent plusieurs tuyaux par note. Il y en a deux sortes. Les premiers, dits cornets, interviennent comme solistes ou bien entrent dans la composition d'un tutti, surtout riche en fond et en hanches. À chacune des notes du cornet répondent les 5 tuyaux des 5 premières harmoniques, soit le son fondamental, bourdon de 8 ou harmonique 1, son octave prestant de 4 ou harmonique de 2, sa 12e, la quinte ou le nasard 2 tiers ou harmonique de 3, sa 15e, la doublette de 2 ou harmonique de 4, sa 17e, la tierce 1 3 5e ou harmonique de 5. Les secondes peuvent être groupées sous la rubrique plein jeu. Ils sont plus ou moins riches de sons harmoniques. Les uns ne possèdent que 2 rangs, soit 2 tuyaux par note, les autres de 6 à 8 rangs et plus. Les rangs sont d'ailleurs
plus multiplié de bas en haut. Dans un tel plein jeu, les premiers octaves comptent 2 ou 3 rangs, les octaves supérieures 5 et 6. Dans tel plein jeu, le rang le plus grave commence alors aux 4 pieds, et cela est rare, surtout aux 2 pieds. Dans tel autre, c'est un tuyau de 1 pied ou de 6 pouces qui ouvre le feu. Nous verrons dans la prochaine vidéo la poursuite du détail des tuyaux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.